Salut à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Valérie. Valérie, vous la connaissez peut-être avec sa chaîne éponyme. C'est une investisseuse, elle est suivie par plus de 74 000 personnes sur sa chaîne YouTube et aujourd'hui on va discuter gestion d'argent ensemble. Valérie, comment vas-tu? Bah écoute, salut Maxime, merci beaucoup pour cette petite interview que tu m'as proposée. Malgré une petite crève, je suis au rendez-vous. On a eu du mal à caler ça à cause de l'été qui n'est pas aussi beau que prévu, malheureusement, mais ça me fait plaisir de me prêter à cet exercice. Oui, c'est quelque chose que tu fais souvent ou pas? Je sais que je t'ai fait quelques interviews, mais comment tu le sens là? Ouais, j'en ai fait quelques-unes et c'est vrai que on en parlait juste avant le début de la vidéo. À une époque, on faisait des lives avec les copains de la Money Academy et c'est vrai que ça me manque un petit peu, mais ça fait un petit moment ouais, que j'ai pas fait ce genre d'exercice. Ok. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter un peu ton parcours? Voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Yes. Alors, bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Valérie, j'ai 32 ans. Je suis pacsée, j'habite en Poitou-Charentes. Je suis la maman de 2 chats. Et le jour, je suis physicienne médicale, donc je suis une sorte de pharmacienne des rayons en radiothérapie. Et le soir, ma deuxième vie commence, voire ma troisième vie, parce que je suis investisseuse d'une part, donc en immobilier principalement et dans d'autres catégories plus financières. Et je fais aussi des vidéos sur YouTube principalement, donc création de contenu sur le thème justement de l'investissement, de la gestion financière, du budget, etc. Et justement, cette année, tu t'es lancé le défi de tous les mois de faire un budget, de le suivre et tu partages tes résultats sur ta chaîne YouTube. Euh, Ouais. pourquoi tu... Est-ce que tu faisais un budget avant 2023? Alors non, j'avais commencé à budgétiser un peu en 2018 quand j'ai commencé à travailler via une appli qui s'appelait Banking. Et je me suis rendu compte que voilà, au début je l'ai beaucoup utilisé et avec le temps j'ai un peu laissé tomber parce que j'avais pris des bonnes habitudes, des bons automatismes, donc ça me posait pas de problème. Et récemment, du coup au courant de 2022, je me suis rendu compte que ça partait un peu dans tous les sens des fois et que j'avais besoin un peu de me recentrer. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire vraiment pour le coup un vrai budget. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant comme contenu pour la chaîne et que ça pouvait être intéressant pour parler de pas mal de petits sujets annexes justement avec les gens. D'accord. Et là, spontanément, la première chose qui me vient, c'est pourquoi tu n'es pas reparti sur une application de budget? Pourquoi tu as décidé d'en faire un par toi-même? Alors, j'ai pas fait ça parce que pour moi, ma situation, elle est trop complexifiée pour ce type d'appli. D'accord. Quand tu as globalement facilement ton salaire et puis tes dépenses normales, on va dire, ça va. Quand tu fais un peu d'épargne, etc. Mais quand tu commences à avoir des investissements, etc., et que tu dis, bah, moi, j'aimerais bien une catégorie investissement, justement, je trouve que c'est un peu limité. Et moi, j'avais envie voilà, de faire mon petit truc à moi, de créer mon propre fichier, que ce soit cohérent, que ce soit clair pour moi et de le faire évoluer comme j'avais envie. Ok. On va revenir plutôt sur cette partie évolution du fichier après. Euh, déjà, euh, tu disais donc que tes finances, ça partait un peu dans tous les sens. Pourtant, tu arrivais quand même à épargner, à investir. Ou, Mm. mais en fait, tu n'étais pas satisfaite de comment tu utilisais ton argent, c'est ça? Ok. Ouais, alors moi j'ai de la chance, c'est que j'ai une situation financière qui est très bonne, je gagne très bien ma vie. D'une part parce que moi, je fais un boulot très spécifique, j'ai un haut niveau de revenu, et d'autre part parce que du coup comme je fais des choses à côté, je gagne de l'argent à côté. Donc même si je faisais des écarts ou des choses qui n'étaient pas forcément très responsables, on va dire, sans pour autant partir dans des trucs, mais bon,
quand tu te dis à un moment, bon, ça fait peut-être un peu trop de shopping par rapport à ce que je devrais faire. Voilà, il y a un moment, il faut recadrer. Euh, j'ai une bonne situation financière, mais on va dire qu'en gros, je me suis rendu compte que j'en tirais pas forcément profit au maximum à une certaine période. Donc je me suis dit, on va essayer de recentrer, on va essayer de recadrer un peu et de voir comment on peut améliorer tout ça avec le budget, du coup. D'accord. Et donc, c'est pour ça que tu as fait ton budget. Et C'est ça. alors, bah, voilà, comme j'ai regardé tes vidéos, donc je sais que ton budget, donc c'est un tableur que tu t'es fait parce que tu l'avais expliqué, tu trouves que c'est important de se faire son propre tableur. Est-ce que tu veux Mhm. détailler un peu là-dessus ou peut-être que c'est par rapport à ton expérience avec l'appli Non, moi j'aime bien utiliser Excel. Enfin, je l'utilise dans mon boulot de toute façon. Alors de façon très très basique, mais je sais que en fait Excel c'est un logiciel qui fait peur à beaucoup de monde. Mais en fait, quand tu commences à t'y intéresser, tu peux faire pas mal de choses avec. Et tu peux un peu pas le coder parce que c'est pas non plus c'est pas non plus du code au sens très énervé du terme, mais tu peux un peu le paramétrer comme tu veux et tu peux faire des choses sympas avec, des petits graphiques, etc. Et pour moi, du coup, je pense que c'était le support le plus adapté pour créer quelque chose facilement, parce qu'en toute honnêteté, je connais pas forcément peut-être d'outils en ligne où tu peux te faire un peu ton truc comme ça, euh, de façon ultra personnalisée ou enfin oui, voilà, c'est quelque chose pour moi qui est relativement malléable et au moins tu peux te faire autant de lignes que tu veux, autant de catégories que tu veux, etc. Ok. Et donc, bon, le monde des finances, ça, tu connais plutôt bien comme tu as investi. Mais est-ce que tu as fait des recherches pour savoir comment faire ton budget, etc. Comment t'as démarré pour le faire? Alors, du coup, moi, pour créer mon budget, ce que j'ai fait, donc j'ai pris mes 6 derniers relevés de compte. J'ai tout séparé en 4 catégories, donc tout ce qui était rentrée d'argent, ce qui était sortie obligatoire, donc tout ce qui est par exemple l'emprunt, les abonnements, tout ce qui était épargne investissement et tout ce qui était un peu les dépenses variables du type les courses pour manger, le shopping, etc. Ça m'a permis de faire une première catégorie et de voir sur les 3 à 6 derniers mois combien je dépensais bah, dans telle catégorie, telle catégorie, telle catégorie. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai créé mon fichier, donc j'ai fait une première catégorie de revenus, donc de rentrée d'argent, où là, globalement, bah, je sais combien je gagne, mon conjoint qui me verse de l'argent tous les mois pour partager le loyer, etc. C'était pas très compliqué. J'ai fait une catégorie, grande catégorie de dépenses, une qui correspond à la maison, donc l'emprunt, l'électricité, l'eau, l'assurance, etc. Où là, pareil, c'est des valeurs qui sont relativement fixes, même si des fois l'électricité, par exemple, ça se régule annuellement, mais voilà, c'est fixe. J'ai une catégorie pour mes déplacements et mon travail, donc tout ce qui correspond au self pour manger, à l'essence, à l'emprunt de ma voiture, à mon assurance voiture. Une catégorie d'abonnements, donc ce qui m'a permis de faire un petit listing de tous mes abonnements, voir s'il n'y avait pas des choses qui traînaient que je pouvais supprimer, mais normalement c'est bon. Pareil, ça c'est très fixe, donc il n'y a pas de souci. Et une catégorie variable, où du coup j'ai mis bah, toutes les choses qui pouvaient être variables, du coup. Et en essayant de voir à peu près par mois combien je dépensais dans ces catégories-là en moyenne, et ce que je pouvais me fixer comme objectif de base, notamment tout ce qui est courses alimentaires, ce qui est sorties, vacances, ce qui est beauté, shopping, etc. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et troisième grande catégorie, du coup, c'était épargne et investissement. Où là, du coup, bah, je me suis fait plusieurs lignes. Donc, une ligne pour l'argent que je mets sur mon livret A tous les mois
et après combien j'investis ou je retire de mes investissements, de mes différentes catégories d'investissement. Et une fois que j'ai commencé à faire ce premier jet, je me suis dit, bon, bah, quelles sont les rentrées, quelles sont les sorties, l'épargne et les investissements, et est-ce que je suis relativement à l'équilibre par rapport à ce budget que j'ai créé. Et en fonction de ça, j'ai ajusté mes catégories pour qu'à la fin, la dernière ligne, ça soit zéro, quoi, le total de tout. Ok, Donc c'est l'objectif. d'accord. Et bah, du coup, comme tu disais, tu as fait une moyenne en fait de tes dépenses et tu en as fait ton budget. Euh, Ouais. et est-ce que tu connais le, le fait de faire un nouveau budget tous les mois? Est-ce que, bah, j'imagine que tu connais, mais pourquoi tu as décidé de faire un budget que tu vas essayer de tenir tous les mois, qui va être fixe, plutôt que de refaire un budget tous les mois en fonction bah, justement des... Quand c'est les vacances, il y aura peut-être plus de dépenses variables, etc. Bah, moi, je suis plutôt partie sur, dans l'idéal, par exemple, pour le budget vacances, combien sur l'année ça va me coûter, et je l'ai divisé en 12. Ok. Je suis plutôt partie là-dessus pour avoir un visu. Donc je sais qu'il y a des mois, je vais dépenser peut-être zéro, et il y a un mois, je vais dépenser 500, par exemple. Euh, Moi, je pense que ça vient aussi du fait que, bah, notamment pour l'investissement financier, je vois assez long terme. Et du coup, j'aime bien quand même, mine de rien, l'idée de me fixer quelque chose que je suis ou pas, mais d'avoir un point de repère au début de l'année et de voir au fur et à mesure de l'année comment je vais réussir à gérer par rapport à cet objectif de base et faire le bilan à la fin de l'année de ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, s'il y a des choses que je peux ajuster pour l'année prochaine, justement. Moi, c'est plutôt dans cette optique-là que je suis. D'accord, donc en fait, ça te permet d'avoir une vision plus long terme, le fait d'avoir un budget qui est fixe comme ça, parce que Ouais. sinon, alors, tu aurais peur que ce soit trop court terme de changer ton budget tous les mois, de l'ajuster. Alors, c'est peut-être pas les bons mots, mais Ouais, on va dire que si tous les mois je change, je me dis, ah ouais, mais du coup, enfin, je vais peut-être avoir, pour moi en tout cas, un visuel moins intéressant de bon, bah, mon budget course, par exemple, parce que j'adore manger et tout, donc voilà, j'ai un budget course assez important. Mon budget course, en moyenne, est-ce que j'arrive à le tenir ou pas? Parce que si un mois je me mets 100 euros, l'autre mois je me mets 200, l'autre mois je me mets 300, au final c'est quelque chose pour moi qui est pas, c'est pas quelque chose que je vais me fixer facilement le budget course. ok. Moi, dans ma façon de fonctionner, on va dire que les courses, je les fais et je vois combien ça m'a coûté après. Parce que, encore une fois, je peux me permettre de fonctionner comme ça. Oui, c'est vrai que quand on gagne par exemple le SMIC, c'est beaucoup plus compliqué de fonctionner bah, de façon plus libre euh, au niveau de voilà, ces dépenses variables. Ok. Et donc, euh, tu as fait ton budget. Quels sont selon toi les essentiels, les choses vraiment importantes? Donc, tu as dit que tu divisais en catégories. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont vraiment importants que tu retrouvais peut-être pas sur des applications que tu utilisais avant ou... Dans les lignes ou dans les choses pour analyser, ce genre de choses? Alors, on va commencer par les lignes et justement, je voudrais venir après aux choses pour analyser juste après. D'accord. Euh, donc moi, de toute façon, toujours la différenciation entre les rentrées, les sorties, l'épargne et les investissements. Pour moi, c'est les trois grandes catégories. Après, je pense que c'est important de séparer ce qui est fixe et récurrent, donc le loyer, l'assurance, les abonnements, et ce qui est variable. Parce que ce qui est fixe, de toute façon, tu ne pourras pas y échapper. Sauf si c'est des abonnements et que bah, du coup tu peux les enlever, genre un abonnement Netflix par exemple, si tu n'en as pas forcément besoin de façon ardue, voilà, tu peux t'en passer et ça permet aussi de voir ce que tu peux gagner. Et le variable pour moi, c'est vraiment la partie où tu peux gagner si tu gères bien, on va dire, sur ton budget. Donc D'accord. ça, c'est le plus important. Ouais. Ok. Et maintenant, au niveau de l'analyse, je sais que bah, dans tes deux dernières vidéos, tu parlais que tu allais justement à mettre des graphiques
pour mieux analyser. Du coup, peut-être un petit teasing sur la vidéo qui va sortir, mais quels sont ces graphiques? Qu'est-ce qui, selon toi, est important d'analyser justement euh, à poste Moi, je marche beaucoup au visuel. Et c'est vrai que, bah, encore une fois, je trouve que Excel, pour ça, c'est sympa de se faire des petits graphiques, des petites choses qui ont du sens pour nous. Moi, la première façon dont j'ai analysé mon budget, c'est du coup, bah, à la fin du mois, j'ai un chiffre qui est positif ou négatif. Donc, est-ce que j'ai économisé, entre guillemets, par rapport à ce que j'avais prévu, ou est-ce que j'ai trop dépensé? Et je fais le cumul de tous mes mois depuis le début de l'année. Donc, je vois par rapport au début de l'année quelle est ma balance en excès ou en déficit. Ça me permet de voir aussi, par exemple, pour les dépenses qui sont ponctuelles une fois par an, mais que j'ai budgétisé un petit peu tous les mois, quelle marge j'ai. Je ne sais pas si aujourd'hui, mettons que depuis le début de l'année, j'ai 1 300 € en trop, entre guillemets, et ben je sais que potentiellement, ces 1 300 € ils vont me servir à remplir ma chaudière de granulés dans un mois. Donc ça, c'est un exemple. Et niveau plus graphique, donc je me suis faite d'autres onglets, et notamment un onglet récapitulatif, parce que moi mon budget c'est vraiment genre une grosse feuille avec tous les mois alignés, et puis voilà, c'est assez lourd. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte au fur et à mesure des mois que ça prenait pas mal de place et tu t'y perds un peu potentiellement. Je me suis fait un onglet où je sélectionne le mois. Du coup, si je veux voir en janvier, en février, etc., ce que j'ai dépensé, je me suis remise toutes mes catégories, un peu plus condensées, on va dire, les parties principales, on va dire. Et je me suis fait des petits graphiques, genre sur les entrées avec un camembert. À X% c'est le salaire, à X% c'est le conjoint. La catégorie des variables, à X% c'est les courses, à X% c'est les vacances, etc. Ça me permet de voir. Et je me suis fait aussi un petit suivi de graphique, euh, pareil, avec des colonnes, des lignes, pour voir entre mes dépenses et mes revenus qui sont en ligne, pour le coup, en termes de niveau, où est-ce que je me situe. Et si par exemple les revenus montent et que les dépenses diminuent. Ah oui. Voilà, j'essaye de voir des choses un peu visuelles pour essayer de m'améliorer aussi, comme ça. Je trouve ça sympa de faire ça en plus. Ouais, comme ça, en fait, tu vois ton évolution au fil de l'année et ça te Ouais, permet d'ajuster après. c'est Si tu as une tendance baissière, par exemple, pour les revenus, bah, faudrait pas que les dépenses aient une tendance haussière. Ok. ça. J'essaye de voir si ça va dans le bon sens, ou si, bon, faudrait que j'ajuste un peu. Ok, et justement, depuis que tu as commencé ce défi, est-ce que tu as eu alors, je vais dire des révélations, des breakthroughs? Bah, oui, révélations, je pense, en français. Voilà, avec tes finances, la manière dont tu gérais peut-être avant et dont tu te rendais pas compte. Ou, Euh, alors du coup, la fameuse catégorie des variables. Euh, je me suis rendu compte, alors je suis pas, moi j'en suis pas à un point du coup où j'ai besoin de me priver pour vivre. Donc si j'ai vraiment envie de faire quelque chose, je vais le faire. Par contre, je suis très catégorisée, on va dire, dans ce qui me fait plaisir. Donc moi, ce qui me fait plaisir, c'est manger. Ce qui me fait plaisir, c'est les voyages, les expériences, les festivals, ce genre de choses. Je vais pas acheter de bêtises sur Amazon, enfin voilà, des trucs pas ouf. Par contre, je me suis rendu compte que par rapport à ce que j'avais catégorisé, en moyenne, je dépense beaucoup plus pour ces catégories-là, même si je m'autorise à me faire plaisir, que ce que j'avais prévu. ok. Tout ce qui est sorties, vacances, resto, c'est très élevé. Euh, je me suis rendu compte aussi que quand tu te dis ah bah tiens, si on se mangeait une pizza ce soir et tout, en fait au bout d'un moment tu te dis mais ça c'est quasiment toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, quoi. Ça fait beaucoup, surtout quand t'as le budget vacances qui arrive derrière. Tu te dis ah oui, mais il n'y avait que 300 € à la base dans cette catégorie. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être diminuer un petit peu ça. Et
Donc il y a la catégorie des courses du coup alimentaires où, comme je te dis, moi j'adore cuisiner, j'adore manger, donc je regarde pas trop à la dépense. Mais il y a ce que, dans l'idéal, tu te dis, bon, bah, c'est bien pour une personne 200 € par mois. Et après, quand tu te rends compte de combien t'as payé, tu fais, ah ouais, en fait, mon budget, il est quand même basé sur l'année dernière. Tu sens qu'il y a eu de l'inflation. Et mine de rien, des fois, en cours de mois, je me dis, ah, faut peut-être que je fasse un peu plus attention si je veux un peu jouer le jeu voilà, du budget. Peut-être changer un peu ce que j'avais prévu de manger, trouver d'autres idées, mais un peu moins chères. Donc ça a évolué. Et le dernier point, du coup, c'est plus ce qui correspond à la, on va dire, de façon générale, le shopping. En fait, je fais pas trop de shopping, je me considère pas comme dépensière de ce côté-là. Mais je me suis rendu compte malgré tout que la ligne, elle était toujours au-dessus parce que j'arrive toujours à me dire tiens, une jolie robe, mais en fait, la robe, elle coûte 130 €. Parce que je me suis rendu compte que maintenant, comme je suis plus vieille, j'aime mieux m'acheter des vêtements de qualité qui vont durer dans le temps. Et j'ai l'impression d'être un peu un moment charnière de ma vie, tu vois, où je me dis, bon, bah, faut commencer à renouveler sa garde-robe et à s'habiller en femme et plus en fille. Du coup, je fais moins d'achats, mais en fait, les achats me coûtent plus cher. Du coup, pareil, ça fait réfléchir. Ok, oui, ben, après, oui, plus vieille, effectivement. On vieillit tous, hein, mais bon, ça va. Je pense que tu as On va encore dire que quelques j'ai années. passé un cap, je pense. Ok, et du coup, ouais, effectivement, t'en as parlé brièvement, mais ton budget, comme tu as fait la moyenne sur tes 3 derniers 6 mois, effectivement, c'était sur les chiffres de 2022, et tu Mm. ressens l'inflation vraiment bah, de tous les côtés, entre guillemets, sur toutes les lignes. Comment, est-ce que ça change Euh, beaucoup par rapport à tes prévisions versus la réalité? En vrai, non. Vraiment, c'est juste par rapport aux courses, par rapport à ce que je pensais et que par rapport à mes habitudes. Voilà, mes habitudes de course, je sais à peu près combien je payais. À chaque fois que je faisais les courses, j'étais autour de 70-80 €, sachant que je fais les courses pour deux. Mais mon budget, il prend en compte que ma part de courses, donc 200 € par mois. Je sais qu'à chaque fois que je fais les courses, ouais, je suis à 70-80 €. Aujourd'hui, quand je fais les courses, je suis plus à 70-80 €, je suis à 100 €. Donc Ok, voilà, ça je l'ai senti. ok. Et est-ce que alors, non, juste avant, je vais parler d'autre chose. Euh, Tu disais que par rapport aux variables, bah, voilà, toi, tu t'aimes tout ce qui est voyage, les expériences, les festivals, tout ça, et que cette catégorie était souvent au-dessus de ce que tu avais, budgétisé. Est-ce que c'est, est-ce que tu penses que c'est parce que tu te permets plus de te faire plaisir de ce point de vue-là, ou comment ça se fait? Parce que si c'était une moyenne, logiquement, ça voudrait dire que tu dépenses plus en fait maintenant dans ces catégories qu'avant. Je sais pas si j'étais très clair. Euh, Si, si. Euh, Après 2022, pour moi, ça a été relativement tranquille, Hmm, je ok. dirais. Euh, on va dire plutôt que cette catégorie-là, enfin, c'est pas vraiment la moyenne des 6 derniers mois. On va dire, je me suis aussi posé la question, pour le coup, de qu'est-ce que je veux faire cette année, combien ça va me coûter à peu près, et je suis partie de là. Mais je pense que de toute façon, je l'ai mal budgétisé parce que D'accord. voilà. Ok. Et il y a aussi des choses que j'étais pas censée faire, que j'avais pas prévu, et qu'au final, j'ai fait. Voilà, il y D'accord. a Ben, quelques jours, là, j'ai fait un petit road trip vers la Belgique pour un festival. C'était pas du tout prévu à la base. Ça m'a coûté très cher en essence et très cher en billets et très cher en tout. Mais, euh, mais voilà, comme je te disais, je m'interdis pas de me faire ce genre de choses si j'en ai vraiment envie. non, bah après, si on peut, c'est vrai qu'il il faut profiter, hein. C'est Mais, et ça. du coup, ce que je me demandais, c'est est-ce que tu t'autorises à modifier ton budget initial ou est-ce que vraiment pour l'instant tu le laisses et tu analyseras à la fin de l'année pour le budget 2024? Bah, du coup, je me suis posé la question pour les 6 mois.
Et au final, je me suis dit non, parce que j'ai vraiment le sentiment que le temps passe tellement vite que voilà, je me suis dit, quitte à pas être bien, vraiment voir sur une année entière comment je m'en sors et espérer que du coup pour l'année prochaine, je reparte vraiment sur des chiffres qui sont plus précis et plus représentatifs. Parce que là, du coup, vraiment, c'est la première année que je fais ce budget-là. Et je sais que de toute façon, il y aura des choses à ajuster pour l'année prochaine. Oui. Donc, par exemple, mon budget vacances, sorties, etc., je sais que pour être réaliste, il faudra qu'il soit plus élevé. Ok. Après, c'est normal de toute façon de pas réussir de pas faire un budget parfait dès la Les première premiers. fois et même quand tu vas continuer, il y aura forcément des Mm. différences. Et est-ce que tu ressens, parce que je sais que beaucoup de personnes ont peur de faire un budget vis-à-vis de la privation. Ils ont peur de se priver. Est-ce que toi tu ressens de la privation? Alors comme tu le dis, tu peux te permettre de te faire plaisir, mais par exemple au niveau alimentaire, tu réfléchis à faire des repas peut-être un peu moins chers. Est-ce que tu ressens de la privation sur par exemple ce point-là? Non, moi je le prends vraiment comme un jeu, de faire son budget. Je trouve ça marrant. Euh, Justement, ça me permet de me challenger un petit peu sur le point des repas, par exemple. Euh, Quand tu as ta routine, etc., tu as tendance à manger un peu toujours les mêmes choses. Tu as tes recettes préférées, celles que tu fais tout le temps, etc. Et si tu te dis, ah bah en fait, pour ces courses-là, faut que je fasse un peu plus gaffe quand même, je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pourquoi pas de différents que j'ai jamais fait, qui me coûteraient un peu moins cher, notamment des plats sans viande, sans poisson, etc. Moi, je le prends plutôt comme un jeu et comme quelque chose. Enfin, je pense que de toute façon, ça sert à rien de se flageller et de se mettre encore plus de contraintes qu'on en a déjà dans la vraie vie. Je pense qu'il faut vraiment en retirer du positif de ça. Ok, ouais, mais c'est une très bonne idée de prendre ça comme un jeu, de gamifier, c'est un mot voilà, qui existe beaucoup, mais de gamifier un peu sa vie, les différentes facettes. Et par rapport encore à ton budget, est-ce que tu as défini, alors tu en avais sûrement déjà défini un peu hein, avec tes investissements, mais est-ce que tu as défini des objectifs long terme pour l'année, voilà, je voudrais épargner tant, du coup dans ton budget, tu as dit bah, il faut que j'épargne tant par mois, et ensuite tu as fait le reste en fonction, ou t'as pas forcément fait en fonction de tes objectifs, mais plus en fonction de ton style de vie. Hum, j'ai fait principalement en fonction de mon style de vie. Mais je sais que dans la façon dont j'ai construit mon budget, je voulais au moins épargner et investir 1 000 € par mois. Ce qui est beaucoup pour plein de monde. Mais encore une fois, pour moi, c'est tout à fait faisable. Et ça, c'est quelque chose quand même que j'aimerais garder. Dans ces 1 000 €, tu as 500 € d'épargne vers le livret A tous les mois. Et le reste, c'est en investissement. Donc c'est une fourchette, mais c'est quelque chose que voilà, je sais que je suis capable de le faire parce qu'à un moment où je budgétisais pas, je le faisais et auquel j'aimerais me tenir. Après, dans les objectifs un peu plus ou moins moyen terme, on va dire, il y a notamment rembourser mon crédit voiture. Il me reste, j'ai fait un crédit voiture assez court sur 3 ans. Et là, je suis arrivée à la première année, il me reste 2 ans. Donc, je l'ai bien diminué. Je pourrais le solder, mais à ce moment-là, j'aurais plus assez d'épargne pour faire des travaux, justement, côté immobilier, etc. Donc, voilà. J'essaye de trouver un bon compromis entre les deux. Et de toute façon, mon crédit voiture n'a pas un taux très élevé. Donc, par rapport au livret A, je suis gagnante. Donc, Et est-ce que tu peux c'est quelque expliquer, chose que j'aimerais faire. est-ce que Ouais. tu peux détailler un peu ce point? Parce que justement, je voulais y venir. Ton crédit auto, tu en avais parlé. Donc, Ouais. Du coup, moi, j'ai un crédit auto à 2%. J'avais emprunté pour ma voiture 15 000 €, du coup, il y a à peu près un an, sur 3 ans.
j'ai un crédit à 473,90 € si je dis pas de bêtises par mois. Et là actuellement il me reste un peu moins de 10 000 € à rembourser. Donc j'ai remboursé un tiers. Et du coup j'ai emprunté à 2%. Comme je te disais, cette somme c'est quasiment 10 000 €, je les ai en épargne. En épargne sur mon livret A. Et le livret A actuellement il est rémunéré à 3%. Ce qui veut dire que d'un côté, j'ai mon crédit à rembourser tous les mois, mais il est à 2%. Donc les intérêts sont des intérêts sur 2%. Et de l'autre côté, j'ai cette même somme, mais qui est rémunérée à 3%. Donc il y a 1% de plus côté livret A. Ce qui fait en fait que, alors j'ai le choix, soit je rembourse mon crédit, du coup j'ai plus ma charge tous les mois de 474 €, ce qui me plairait bien, hein, parce que pour plein de raisons, on est quand même content de ne plus avoir de dettes. Soit en fait, je me dis, mais mathématiquement, je gagne de l'argent si je laisse sur mon livret A plutôt que de choisir de rembourser mon crédit. Et d'autant plus qu'en fait, mon crédit, je suis totalement en capacité de le rembourser parce que c'est prévu dans mon budget. Ça me pose pas de soucis. Si ça me posait un souci et que j'avais pas assez d'argent, bah peut-être, oui, en effet, il faudrait mieux à ce moment-là rembourser. Mais là, j'ai de l'épargne de sécurité au cas où il m'arrive n'importe quoi, que justement, pourquoi pas ma voiture, elle me coûte tout d'un coup 2 ou 3 000 € de réparation pour je ne sais quelle raison. Bah, j'ai de l'épargne de côté pour pouvoir faire face à ce problème-là. Et en plus, bah, mathématiquement, je suis gagnante entre les deux. Donc c'est un choix que j'ai fait pour l'instant de ne pas rembourser par anticipation mon crédit auto. Après, je verrai peut-être fin d'année ou peut-être début d'année prochaine. Parce que ouais, vraiment, je m'en passerai bien quand même de ma mensualité. Mais voilà, cet argent que j'ai de côté, j'ai pas mal d'autres choses que je peux faire avec aussi. Notamment des travaux dans un appartement que je vais remettre en location et qui va me rapporter de l'argent. Donc voilà, ça se réfléchit comme ça. Oui, oui, c'est un calcul qui est totalement différent avec les taux actuels des livrets et en plus quand on a de l'investissement. C'est vrai que si tu remets cet argent dans un logement qui, je sais pas, mettons, va te rapporter 6% net, bah, tu vas gagner 4% de plus par rapport à si tu remboursais. Donc, C'est ça. Et évidemment, aujourd'hui, enfin, moi j'ai eu de la chance, j'ai eu un crédit qui était très bas pour ma voiture. Et aujourd'hui, je connais les taux pour les emprunts immobiliers à 4, 5%, etc. Donc, je ne connais pas ceux pour les voitures, mais j'imagine que c'est encore plus élevé. Ce qui est sûr, c'est que si aujourd'hui j'avais un crédit voiture à 7%, bien sûr que mon crédit, je le rembourserais parce que mon livret A, il est bien en dessous, quoi. oui. Oui, puis en plus, bah, c'est vrai qu'avoir 450, on va arrondir à la baisse un peu, 450 € en plus par mois, bah, c'est non négligeable. C'est Donc, ça. ok. Et justement, est-ce que tu t'es donné une règle par rapport à l'argent en trop, l'argent que tu as à la fin du mois et qui, bah, il n'a pas servi pour de l'épargne et tu as dépensé moins que ce que tu as prévu. Est-ce que tu t'es donné une règle? Comment tu gères cet argent? Alors cet argent, soit je le laisse sur mon compte, soit en fin de mois, quand je fais un peu le bilan, je le mets en épargne en plus. Ok. Donc en fait, quand je sors une vidéo budget mensuelle sur ma chaîne, c'est en ayant pris en compte cet argent que j'aurais mis en épargne en plus, quoi. D'accord. Et donc à la fin du mois, il me reste 200 €. Je me dis, bon, bah, allez, je le mets sur le livret A et comme ça, s'il m'en reste un peu. Enfin, moi, comme j'ai un objectif d'épargne cible et que, encore une fois, bah, j'ai des travaux à faire, donc j'ai pas mal de choses à payer, le plus je peux épargner en prévision de ça, le mieux c'est. Oui. Oui, pour l'instant, en tout cas, l'épargne, c'est prioritaire de ce point de C'est vue-là. ça. Ok. Et ouais. Et est-ce que on a parlé des révélations, est-ce que tu as eu d'autres révélations par rapport à ton, au budget, voilà, ce que tu as pu découvrir sur toi ou toutes celles que tu as dit avant? Hum, non, je pense que c'est tout.
c'est pas mal. Ouais. Bah, c'était déjà bien. Ok. Et alors, maintenant, est-ce que tu peux, à part, non, une chose avant, est-ce qu'il y a des points sur lesquels je t'ai pas amené que tu aurais aimé aborder sur tout ce qui est gestion d'argent? Euh, Est-ce que tu veux parler de la règle des 50, 30, 20? Bah, alors je l'avais noté. Après, c'est vrai que si tu veux en parler, euh, voilà, si tu veux donner ton avis là-dessus. Euh, je pense que c'est très bien pour démarrer avec une situation classique. Moi, je crois que je suis pas si loin de ça, mais à la fois, je pense que quand tu commences à avoir une situation qui est au-dessus de la moyenne, c'est plus adapté. Parce que justement, pour moi, vraiment, plus tu gagnes, plus tu devrais consacrer d'argent à l'épargne et aux investissements, et pas justement avoir cette inflation du niveau de vie que beaucoup de personnes ont malheureusement, et dans lequel bah, moi je suis tombée forcément à un moment aussi. Parce que tu dis, bon, je gagne bien ma vie, je vais quand même en profiter. Mais ouais, l'inflation du niveau de vie, je pense que c'est... Faut pas rester dans le 50, 30, 20 éternellement, parce qu'à un moment, si tes revenus augmentent, ton 50 il va augmenter, mais enfin tes dépenses fixes, c'est dommage qu'elles augmentent, quoi. Il faut qu'elles augmentent moins vite que le reste. Et tu as fait justement ce calcul, tu disais que tu étais proche. Tu as regardé si justement, Ouais. bah, t'es pas obligé de donner les chiffres, mais à combien tu étais, si tu étais vraiment proche ou... Franchement, j'étais assez proche. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, et justement, ça fait partie des choses que j'ai mis dans mes petits graphiques. Je me suis fait ouais, un 50, 30, 20 de mois en mois, voir si j'étais à peu près correct. Ok, Et si un mois j'étais au-dessus des 20% en épargne et en investissement, j'étais contente. ok. Bah oui, et ouais, c'est vrai que le, le problème d'avoir une stratégie comme ça, c'est qu'elle ne... C'est bien parce que c'est des pourcentages, donc au moins tu te poses pas la question. Si tu gagnes un peu plus, bah voilà, tu sais tout de suite ce que tu vas faire. Si tu gagnes un peu moins aussi. Mais effectivement, quand tu commences à gagner plus d'argent, voilà, bah, peut-être que tu peux vivre largement avec 40% de tes revenus pour la partie nécessaire, hein, parce qu'après il y a la partie loisir. Voilà, il y a Ouais, beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut vivre uniquement avec 50% de ses revenus. Non, c'est 70, 80, ça dépend dans quel sens tu mets la stratégie. Mais ok. Donc, ok, ouais. Bon, bah, merci d'y avoir pensé. Et autre chose que tu aurais aimé aborder sur le sujet de la gestion d'argent ou pas? non, je pense qu'on a dit pas mal de choses déjà. Ok. Bah oui, je trouve que c'est déjà très bien. Et du coup, j'aimerais parler un peu de ton chemin d'investisseuse. Alors, je sais même pas si tu dis investisseuse, investisseur. Je sais qu'il y a des Investissement. investisseuses. Ok. Euh, donc, tu as dit voilà, que tu es beaucoup sur l'immobilier. Tu as des appartements à rénover. Comment tu as commencé dans l'univers de l'investissement? Est-ce que c'est très Alors vague, moi, hein. j'ai commencé tout simplement bah, quand j'ai commencé à travailler et à bien gagner ma vie. À ce moment-là, sur YouTube, parce que je consomme énormément de vidéos YouTube, j'ai commencé à avoir plein de publicités euh, très bien ciblées de formateurs immobiliers, grosso modo, ou de personnes qui proposent des services d'accompagnement, d'investissement, etc. Et du coup, un jour, j'ai cliqué, je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça a l'air pas mal d'investir dans l'immobilier, etc. Moi, j'ai toujours aimé le Monopoly, du coup, je me suis dit, ah, c'est l'occasion de s'y mettre pour de vrai. Et bah, j'ai commencé à énormément me renseigner sur le sujet. J'ai la chance d'être dans une zone où les prix de l'immobilier sont abordables. Je n'habite pas à Paris, enfin voilà, où vraiment je me serais jamais posé la question, sauf pour acheter pour moi éventuellement. Et en fait, bah, ça m'a passionnée. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et peut-être 2 mois après, bah, j'ai fait ma première offre sur mon premier immeuble, pardon. Et c'est parti de là. Donc de l'immobilier. J'ai continué par la suite et aujourd'hui j'ai 3 immeubles de rapport, 10 appartements.
divisé en 10 appartements, pas 3 plus 10. Et en parallèle de ça, pareil, au fur et à mesure du temps, comme je cherchais beaucoup de contenu sur l'investissement en général, j'ai commencé un peu à regarder les autres catégories. Donc, assurance vie, crowdlending, un peu la bourse un petit peu plus tard, parce qu'au début, pour moi, la bourse, je pensais que c'était pas. Je pensais que ça prenait beaucoup plus de temps que ça prend en réalité et que ça demandait voilà, beaucoup plus Ça demande de l'investissement, mais une fois que tu l'as fait, ce premier chemin de te renseigner, d'apprendre, etc., c'est beaucoup plus simple. Enfin voilà, tout simplement, au fur et à mesure du temps, j'ai découvert de nouvelles catégories et je m'y suis intéressée et je me suis lancée dedans ou pas. Ok. Donc en fait, tu as commencé par l'immobilier. Ouais, Ok. Alors c'est vrai que, de toute façon tu l'as déjà précisé, mais comme tu as fait de très longues études, tu as commencé directement avec un salaire, je sais pas combien on commence, mais tu as commencé avec un bon salaire en tout cas pour la moyenne française. ouais, Et donc tu as investi directement dans un immeuble, t'as pas c'est eu ça. froid aux yeux au bout de 2 mois. Non, bah en fait, j'étais pas endettée, j'avais pas de crédit, j'avais un très bon salaire. Et quand je voyais les prix autour de chez moi, je me suis dit, en fait, ça sert à rien de perdre, entre guillemets, de perdre de l'énergie pour un studio ou un appartement, alors que j'ai totalement la capacité financière d'acheter un immeuble chez moi. Et du coup, de faire une pierre, quatre coups en même temps. En fait, mine de rien, les démarches sont les mêmes que tu achètes un appartement ou un immeuble avec 50 appartements dedans. Tes démarches, ça va être exactement les mêmes. Tu vas visiter, tu vas faire l'offre, tu vas aller chez le notaire, tu vas faire les démarches auprès des banques. Mais au moins, là, le fait d'acheter groupé, ça fait économiser pas mal de temps et ça te permet d'aller plus vite Mm. Et aussi, généralement, tu as un meilleur prix au mètre carré. Et, aussi. et justement, pour cet immeuble, parce que la question que je me posais, alors je m'intéresse beaucoup à l'investissement immobilier en ce moment, c'est à combien tu t'es endetté. Est-ce que justement tu t'es dit, je vais prendre un immeuble, j'aurai 4-5 apparts dedans, je sais pas combien il y en a peut-être 2-3, et donc je vais pouvoir m'endetter directement à 30% pour ça, ou est-ce que justement tu as essayé de faire attention à pas trop t'endetter pour le premier bien. J'étais à 24-25% à peu près d'endettement. Sachant que moi, à la base, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, le Graal, c'était d'investir avec un crédit sur 25 ans pour baisser tes mensualités au maximum. Et le truc, c'est que du coup, j'étais dans la banque de ma maman, qui était la banque historique de la famille, on va dire, où il m'avait dit, mon banquier à l'époque, le banquier de ma maman, bon, on va regarder, il n'y a pas de souci, machin, ok. Parallèlement, comme je bosse toujours énormément, mais c'était vraiment ma première année de boulot, c'était une année qui était très intense. J'avais pas beaucoup de liberté en termes d'horaire, etc. Je voulais démarcher les banques autour de chez moi, mais moi, ce que j'avais demandé, c'était d'avoir des rendez-vous téléphoniques dans un premier temps. Et en fait, il y a beaucoup de banques qui m'ont dit bah non, et qui voulaient me donner des rendez-vous à 14h ou à 15h un mardi. Tu dis excusez-moi, mais moi je travaille. Je travaille, donc c'est compliqué. À la limite, en fin de journée, ça aurait été possible, mais voilà, on me donnait vraiment des horaires qui n'étaient pas possibles. Et j'ai un banquier qui a accepté de m'avoir au téléphone une première fois avant de faire un rendez-vous physique, histoire de voir, de tâter le terrain. Et ça s'est très bien passé. Et lui, du coup, il m'a dit qu'aussi, pareil, sur 25 ans, ça pourrait se faire. Donc, je suis un peu partie dans ces démarches-là avec ma banque, avec la nouvelle banque, et j'ai un peu laissé tomber les autres. Et au final, les deux banquiers, un peu tard, malheureusement, par rapport à, je sais plus, je crois que ça faisait 1 mois et demi que j'avais signé le compromis de vente, donc il faut un peu accélérer. À un moment, il faut quand même avoir l'accord de la banque pour avancer les démarches, parce que le vendeur, il a envie de vendre, c'est normal. En fait, les deux m'ont dit, malheureusement, on a essayé 25 ans, c'est pas possible, on vous fait que 20.
Et du coup, bah, en fait, je suis partie sur 20 avec la nouvelle banque. Donc, j'ai pas trop eu de choix. Je me suis pas endettée au taquet à 30%, j'étais moins, mais j'aurais pu être encore endettée moins que ça. Mais j'ai pas trop eu de choix parce que j'étais un peu pressée par le temps et j'avais pas le temps de redémarcher de nouvelles banques après. D'accord. Si tu devais, maintenant que tu as plus d'expérience, est-ce que tu essaierais encore de t'endetter avec la durée maximale ou est-ce que justement tu essaierais de réduire un peu pour rembourser plus vite Et bah, au final, moi, tu vois, alors ça a été une désillusion au début parce que enfin, j'avais un peu d'orgueil à me dire, bah écoute, enfin, j'ai un super profil, j'ai un super dossier. On me dit non pour du 25 ans alors qu'il y a des gens qui gagnent bien moins que moi et qui réussissent à l'avoir. J'étais un peu énervée. Et au final, et ben, le 20 ans, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est super parce que mine de rien, quand on prête sur 20 ans, bah, t'as amorti beaucoup plus rapidement. Et, euh, et au final, je suis très contente d'avoir emprunté sur 20 ans aujourd'hui. Parce que tu vois, le premier achat, c'était en 2018, donc c'était il y a 5 ans. Oui. Et bah là, j'ai amorti plus de... Alors, pas 20% du crédit, parce que ça marche pas. Enfin, ça marche pas comme ça. Les intérêts sont dégressifs et la part de capital augmente. Mais voilà, ce premier crédit, je l'ai amorti aujourd'hui à 21%. Donc, je suis plutôt contente au final d'être passée par là. Et mes crédits suivants d'ailleurs, alors j'ai même pas cherché à l'avoir sur 25 ans parce que je savais que c'était pas possible, mais j'ai réussi à avoir notamment bah, pour le deuxième immeuble 20 ans plus 2 ans pour les travaux. D'accord. Oui, tu as eu un différé de Donc, ouais. mensualité. Ok. Donc au final, 22 au lieu de 25, tu dis bon, c'est pas. On n'est plus à ça près. Et vraiment, enfin, je le vois en termes d'amortissement de capital. Je trouve que c'est beaucoup plus satisfaisant. Et alors, c'est des mensualités plus élevées aussi, faut pouvoir les assumer. Mais franchement, j'en suis très contente. Ok. Et est-ce que c'était un choix de rester à 24-25% d'endettement ou c'est parce que tu as trouvé l'opportunité là, qu'elle était super et ça correspondait à peu près à ça? Bah, en fait, oui, c'était pas un choix, c'était le projet, c'était le bien en l'occurrence et le crédit qui allait avec. Donc, je suis partie là-dessus. Et pour les crédits qui ont suivi, donc après ça, un an et demi après, on a acheté notre résidence principale avec mon conjoint. Donc là, on a eu sur 25 ans, parce que c'était une résidence principale. Ça me va, enfin, ça, pour le coup, ça me dérange pas. Surtout que c'est divisé par deux, donc c'est moins lourd. Et le deuxième immeuble, alors je pense que j'étais au-dessus des 30% d'endettement, mais quand je l'ai acheté, j'ai eu mon crédit parce que j'avais l'expérience du premier, que ça se passait très bien et que mon banquier, en gros, il m'a fait confiance. Donc voilà, la banque, elle a pu déroger à la règle des 30% relativement facilement parce qu'ils me connaissaient, je suis une bonne cliente et qu'il n'y avait pas de souci avec le premier, donc il n'y avait pas de raison qu'il y ait des soucis avec le deuxième. Ok, bon c'est bien. C'est effectivement c'est quand il y a un lien de confiance, ça aide, j'imagine. Et justement, justement, non, ça n'a pas trop de rapport. Mais, tu investis seul ou tu investis avec ton conjoint ou avec une structure? Seul, en nom propre. L'immobilier, c'est, à part la maison qui est en indivision entre mon conjoint et moi, les immeubles, c'est que à moi. Et c'est quelque chose que tu penses continuer à faire ou je sais que quand tu regardes sur internet l'immobilier, tu entends très vite parler des SCPI et tout ça. Est-ce que toi tu y as réfléchi et qu'est-ce que Euh, Après, les SCPI, pour moi, c'est plus... SCI plutôt, excuse-moi. Oui, oui, parce que c'est plus investissement financier, du coup, SCPI. La SCI, c'est quelque chose que j'envisage pour de futurs biens. Pour le coup, potentiellement avec mon conjoint. Euh, Parce que je sais aussi que je suis arrivée à un... Bah déjà, je suis bien endettée, mais aussi en termes voilà, de montant de revenus, etc., je pense que ça fait plus trop sens d'investir en nom propre pour moi. Et je pense que ça pourrait être une prochaine étape.
Après, moi, j'ai aussi fait le choix d'investir toute seule parce que déjà, c'était mon délire à la base d'investir. Mon conjoint était pas forcément. C'est pas qu'il était pas motivé, mais c'était que voilà, c'était mon truc à moi, mon projet à moi. Et, euh, et moi, je considère aussi que de toute façon, tant qu'on est ensemble, on va dire. Enfin, j'aime bien le fait que chacun ait ses trucs, chacun de son côté. Et tant qu'on est ensemble, bah, il en profite aussi, quoi, on va dire. Mais au moins, si jamais, éventuellement, un jour ça se passe mal, chacun repart de son côté et puis on n'en parle plus. Ouais, ça fait moins Mais ouais, de paperasse, de dossiers à gérer. c'est ça. Et d'ailleurs, on a déjà visité un immeuble tous les deux où justement l'immeuble était en vente parce que il y avait un divorce et les deux personnes avaient acheté en SCI et la dame voulait récupérer ses parts. Alors que le monsieur voulait pas forcément vendre à la base, quoi. Donc, Tu parlais après que tu avais investi, à part si tu as d'autres choses que tu veux dire sur l'immobilier, mais on pourrait en parler des heures. Donc, tu parlais que tu avais investi après sur d'autres supports, crowdlending, euh, bourse. D'ailleurs, en bourse, tu dis que ça prend du temps au début. Est-ce que c'est parce que tu fais du stock picking ou tu as une stratégie plus ETF? Comment, comment tu vois ça? euh, non, moi, quand je disais ça prend du temps au début, c'est surtout parce que quand tu connais rien à la bourse, déjà tu demandes même, mais en fait, il faut que je passe par quoi pour acheter des actions? Et il y a tout le moment où tu découvres, tu dis, ah ouais, ok, je peux ouvrir un compte titre, je peux ouvrir un PEA. Tu te dis, attends, faut que j'ouvre chez qui le PEA? Tu ouvres ton PEA. Après, tu découvres la plateforme où tu peux faire tes achats, tes ventes, tu comprends rien. Et tu commences un peu à voilà, dépatouiller, à regarder. Et c'est tout un monde à découvrir et c'est tout un nouveau monde à découvrir à chaque fois. C'est comme par exemple quelqu'un ouais, qui va s'intéresser aux crypto-monnaies. Pareil, c'est tout un nouveau truc à chaque fois où faut ouvrir un livre et faut dire bon alors comment ça se passe. Et les cryptos pour le coup j'ai toujours pas compris comment ça se passait mais bon. Euh, c'est surtout cette partie-là au départ qui m'a demandé beaucoup de temps de comprendre comment ça marchait en règle générale. Et après pour ce qui est des investissements en bourse en particulier, j'ai un peu des deux, donc j'ai un peu d'ETF, via mon PEA et via une assurance vie aussi où j'ai un prélèvement automatique tous les mois et c'est investi en ETF. Mais au sein de mon PEA, j'ai un peu d'ETF et j'ai des actions aussi en stock picking. Ok. Et les autres supports, après, c'est des investissements euh, entre guillemets plaisir ou plaisir parce que, par exemple, crowdlending, est-ce que tu investis dessus parce qu'il y a des entreprises qui te tiennent à cœur ou est-ce que c'est une stratégie, ça fait vraiment partie de ta stratégie d'investissement long terme? Bah, le crowdlending, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, c'est pas du tout pour des entreprises en particulier, parce qu'au final, des prêts, ça se compte en plus de 200. Je dirais pas que je connais toutes les entreprises en question, mais moi, ce qui m'a intéressé dans le crowdlending, c'est que tu prêtes à une entreprise et t'as un retour sur investissement qui est intéressant. Parce que les taux, alors ça dépend de beaucoup de projets, mais tu peux aller taper quasiment dans les 9-10% pour certains projets. Et à la fois, moi, ce qui me plaisait aussi, c'était tout le côté un peu social, où tu dis, bah, en fait, c'est pas la banque qui va prêter à une entreprise, c'est moi. Donc, je participe un petit peu à l'économie solidaire. Après, le solidaire, voilà, il veut dire potentiellement tout et n'importe quoi, parce que des fois, c'est des grosses boîtes, c'est pas forcément des petites PME, etc. Mais, enfin, voilà, j'ai l'impression de participer un peu plus à cette petite économie, à mon échelle, en faisant ça. Par contre, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai mis en pause depuis. C'était mon chat. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Par contre, c'est quelque chose que j'ai mis en pause depuis un an, bientôt 2 ans, parce que avec la crise, notamment, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés de remboursement. Donc il y a des retards. Les retards, à la limite, ça fait partie du jeu et si c'est récupéré, c'est pas un souci. Mais il y a des défauts.
Il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui, depuis quelque temps, ont des difficultés, sont mises en liquidation judiciaire et là pour le coup tu perds ton investissement. Donc du coup moi j'ai considéré que dans un monde où l'inflation est très élevée, où le livret A est à 3%, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de faire des prêts à 5% où il y aura une flat tax de 30%? Je ne pense pas. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai mis en pause. Et aujourd'hui, par exemple, tu vois, quand j'ai encore des remboursements de mes prêts qui arrivent tous les mois, mais l'argent, plutôt que de le laisser dormir sur les plateformes parce que je ne le réinvestis pas, je le récupère. Et ça me sert soit pour investir ailleurs, soit pour payer mes coups de tête, mes loisirs, etc. Voilà, parce que mine de rien, ça fait pareil, ça fait 5 ans que j'en fais. Donc l'argent, il commence à avoir bien tourné, mine de rien. Et voilà, je me dis, aujourd'hui, j'arbitre un peu. Et je me dis, c'est pas forcément là où j'ai envie d'investir à l'heure actuelle. Par contre, t'as des domaines... t'as le crowdfunding immobilier, par exemple, où c'est relativement le même principe, mais globalement, c'est prêter de l'argent à un promoteur immobilier ou un marchand de biens qui va faire un projet, qui va le revendre et il va payer les investisseurs un certain pourcentage. Ça me plaît bien. Ça a été un peu impacté par la hausse des matériaux, la crise des matériaux, etc. Mais en même temps, quand je vois comment ça se passe avec les projets dans lesquels j'ai investi, ça va, franchement. Faut faire un peu plus attention, je pense, quand même à la sélection de ces projets aujourd'hui, mais ça va. Et il y a un truc qui m'intéresse beaucoup depuis 3 ans maintenant, et que je fais pas mal, c'est l'investissement dans le vin aussi. Et pareil, ça c'est un domaine que je connaissais pas. Et pareil, à chaque fois, tu ouvres un nouveau livre et tu te dis, bon, alors comment ça se passe l'investissement dans le vin? Et pareil, ça m'intéresse de plus en plus. Et j'ai pas mal investi là-dedans aussi. Et pour le coup, bah ouais, pareil aussi, il y a moyen d'avoir des rentabilités intéressantes quand tu sélectionnes bien tes bouteilles. Parce que moi, j'achète des bouteilles qui sont très jeunes et en gros, je les revends dans X temps à un prix, j'espère, plus élevé compte tenu de tous les frais que j'ai engagés. Et voilà, ça, par exemple, ça fait partie des choses qui à l'heure actuelle m'intéressent parce que je pense que c'est plus résilient face à une crise que par exemple le crowdfunding. Oui. Il y a plus de chances que pendant les crises, les gens consomment du vin Pour plutôt oublier. que d'ouvrir des entreprises. Et, et l'investissement dans le vin, c'est toi qui achètes les bouteilles, tu les conserves chez toi? Ou comment? Si tu peux juste en dire deux mots, parce que c'est Euh, vrai que c'est pas connu du tout. alors moi, du coup, je les achète sur une plateforme et tu as le choix. Donc, soit tu les récupères chez toi. Moi, j'ai pas envie pour... Bonjour le chat. Moi, j'ai pas envie pour des conditions de conservation déjà. Parce que j'ai une cave, mais c'est pas forcément les conditions idéales. Et aussi pour des questions de sécurité. Parce qu'au bout d'un moment, enfin voilà, on sait jamais, il y a potentiellement des gens qui peuvent venir chez toi parce qu'ils savent que tu as une grosse cave chez toi. Euh, et en fait, du coup, c'est la plateforme qui les stocke dans un lieu spécifique. Et j'ai les frais de stockage tous les mois, mais au moins je sais que c'est pas chez moi et que c'est dans des conditions idéales pour la conservation. Bah écoute, Valérie, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, donc je sais pas si... Voilà, on a essayé de parler un peu des investissements, de balayer. Est-ce que tu voudrais dire quelques mots en plus sur les investissements? Écoute, moi je pense que si tu as des gens qui te suivent, qui sont intéressés par les finances personnelles, le budget, l'épargne, etc., je pense que c'est bien et c'est même essentiel, une fois qu'on commence à avoir sa petite épargne de côté, de s'intéresser à l'investissement, parce qu'on peut faire des choses vraiment bien, chacun à son niveau, pour faire en sorte que l'argent travaille un peu pour nous et pas l'inverse. Je pense que voilà, chacun peut faire plein de choses, que ce soit parce que tu veux t'acheter une maison dans quelques temps, parce que tu veux préparer les études de tes enfants, parce que tu sais qu'à la retraite, ça sera un peu plus compliqué, donc tu veux mettre de côté pour ta retraite et faire fructifier un peu ton argent pour ta retraite. Il faut vraiment s'intéresser à ces sujets-là. Parce qu'en France, c'est pas trop le cas.
alors que par exemple les Américains sont à fond là-dedans, même s'ils ont une société qui est très différente de la nôtre. Mais par exemple, les Allemands aussi ont beaucoup la culture de l'investissement, et les Anglais aussi. Donc je trouve qu'en France, ça manque encore un peu. Donc il y a des chaînes YouTube, voilà, pas mal de gens dans ce domaine comme nous qui essayent d'en parler et de démocratiser ça. Et je trouve que c'est super, mais il y a encore du chemin à faire. D'accord. Bah, merci pour ça. Alors écoute, pour finir cette interview, je pose généralement 3 questions à mes invités. La Mhm. première question, tu ne la connais pas. Si je te dis le mot argent, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Euh, Opportunité. Est-ce que tu as un conseil, un livre, une personne à suivre en rapport avec l'univers de l'argent, voilà, que tu voudrais conseiller, recommander à toutes les personnes qui écoutent ou qui regardent encore cette interview? Alors moi, du coup, je vais recommander quelque chose un peu en dehors des sentiers battus. Et quand tu m'as envoyé la question hier pour me permettre de réfléchir, je me suis dit, zut, je vais dire quoi? Et en fait, je vais recommander quelque chose auquel les gens ne pensent pas suffisamment, je trouve. C'est le site du service public. Pour les personnes qui commencent à s'intéresser à l'investissement immobilier notamment, il y a toutes les infos sur le site du ministère de l'économie, du logement. Si vous vous intéressez aux règles pour mettre en location un bien, qu'il soit nu, qu'il soit meublé, sur les démarches à faire quand on est en loueur meublé non professionnel, etc. Il y a plein de choses qui sont sur le site des impôts et j'ai l'impression qu'en fait les gens l'oublient beaucoup trop. Et c'est vrai que voilà, on aime bien toujours chercher à droite à gauche telle vidéo qui parle de tel sujet et tout, mais ça reste des gens sur Internet qui peuvent se tromper. Au moins, le site du gouvernement, du service public, il vous donne les bonnes infos et vous avez déjà une très bonne base pour travailler là-dessus de façon gratuite et officielle, pour le coup. Donc c'est ça ma recommandation, c'est de s'intéresser un petit peu plus aux ressources nationales qu'on a à disposition. Ok, eh ben, très bonne recommandation. Et enfin, la troisième question. Si tu avais un tableau blanc géant que tout le monde pouvait voir, qu'est-ce que tu écrirais dessus? Ou dessinerais? Oh la colle. Euh, euh, Faites ce que vous voulez de votre vie, mais faites quelque chose. Et gaspillez pas le temps qui est précieux. D'accord. Ok. Bon bah, très belle parole. Bah écoute Valérie, pour ceux qui voudraient en apprendre plus sur toi, euh, pour découvrir ton contenu, comment ils peuvent te suivre ou découvrir ce que tu fais? Bah écoute, du coup, ma chaîne YouTube qui s'appelle Valérie, euh, qui est trouvable facilement sur YouTube si vous tapez Valérie Argent, très 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 bien connoté. Et bah, j'ai aussi mon compte Instagram de façon un peu plus anecdotique, Miss-Valérie-BL, qui est certifié maintenant parce que malheureusement j'avais beaucoup de faux comptes qui essayaient d'arnaquer les gens. Du coup, je suis passée par la certification pour protéger un peu tout ça, où je partage un petit peu plus du coup mon quotidien, en plus de mes petits posts un peu perso et un peu liés à l'argent et aux finances perso et à l'investissement. D'accord, bah merci beaucoup, tous les liens seront dans la description de toute façon. Donc bah merci beaucoup Valérie pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Puis ça a été un plaisir. Salut! Merci beaucoup.